Si vous nous rejoignez, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 13 avril 2018. À l'occasion de l'anniversaire de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la Fédération des Ansars a organisé une grande soirée de prêche ce jeudi 12 avril 2018 à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako, animé par son guide spirituel des Ansars, Asseïd Sharif Ousmane Madan Haïdara. Cette cérémonie de prêche a regroupé des centaines de fidèles musulmans venus de l'intérieur du pays tout comme de l'extérieur. Voyons les temps forts avec Ousmane Sogoré, Ibrahim Koulibaly, Fousseni Keïta et Céline Yari. L'ascension nocturne du prophète paix et salut sur lui est un grand honneur du Seigneur accordé à Mohammed afin de lui faire voir ses merveilles de la création. Selon la tradition, elle a eu lieu la 27e nuit du Rajab, 7e mois du calendrier musulman. C'est pourquoi cette date est célébrée un peu partout par les musulmans à travers le monde. Dans notre pays, la Fédération des Ansars, qui regroupe une trentaine de pays, sous l'égide de Seydi Sharif Ousmane Madani Haïdara, a animé une grande soirée de prêche à cet effet, car la nuit revêt d'une importance capitale pour les avertis. C'est un grand événement pour tous les musulmans, parce que ça montre que, en tout cas, notre prophète a eu l'occasion d'aller rencontrer notre Seigneur, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ça c'est une occasion spécifique qui n'est pas donnée, n'est-ce pas, à aucun prophète. Seulement notre prophète a eu cette occasion d'aller rencontrer Dieu tête à tête, face à face. Et après ça, Dieu a dit à notre prophète beaucoup d'événements, beaucoup de choses pour, n'est-ce pas, le développement de l'islam, pour réconforter en tout cas ces Sahaba, pour que soient en tout cas les musulmans exemplaires, les bons musulmans qui ont en tout cas le prophète exemplaire que Dieu aime beaucoup. Et nous aussi, si nous suivons ce prophète, Dieu va nous aimer comme il faut. Donc à l'occasion de cet événement, nous sommes très contents pour être là et commémorer cet événement, pour que nous reconnaissons la valeur de notre prophète et que pour rehausser notre foi et notre connaissance en islam. À cette nuit bénie, plusieurs actes sont recommandés, mais les plus importantes restent des prières et des charités à l'endroit des nécessités. Bon, les actes qui sont recommandés sont très nombreux. Fondamentalement, il faut faire beaucoup de bien aux prochains, et pitié, n'est-ce pas, aux pauvres, les aider financièrement, moralement, en bonne parole, en toutes circonstances. Et d'adorer également spécifiquement, appeler Dieu, faire des bénédictions pour sa famille, pour la communauté, pour les musulmans tout court, pour les dirigeants, pour le pays. En tout cas, c'est une occasion pour cela. L'occasion a été saisie par les fidèles musulmans de formuler des vœux de bénédiction pour le retour de la stabilité et d'une paix durable au Mali. Ce soir mémorial, nous formerons des vœux de stabilité et de paix pour l'ensemble du monde musulman et particulièrement pour le Mali. Nous savons que notre pays vit une situation très difficile, mais nous allons profiter de ces cérémonies, de ces événements pour faire des vœux, pour formuler des bénédictions pour l'ensemble du pays. Pour que la paix règne dans ce pays, pour que nous sortons de cette situation, et nous formons également des vœux en cette veille des échéances électorales. Nous lançons un appel à tous les citoyens, à tous les patriotes, à tous ceux qui aiment le Mali, pour que cette situation nous sorte de cette situation difficile que nous vivons actuellement. Dès le début de la soirée, Sharif Ahmed Tijani Haïdara a été le premier à évoquer les mérites de cette nuit. Activité sur un tout autre plan, le porte-parole du gouvernement Amadou Koïta et ses collègues de la défense et des anciens combattants, Tiana Koulibaly, Maître Koulibaly, Khadija Sangaré, des droits de l'homme, ont animé le briefing hebdomadaire du Conseil des ministres ce jeudi 12 avril 2018 au Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma, les sujets relatifs aux événements de Douara et l'examen de 4 points de décret dont l'attribution des 3 marchés sont entre
entre autres les points évoqués lors de la traditionnelle conférence de presse. Suivons ensemble. Au cours de cette rencontre hebdomadaire avec la presse, 3 sujets étaient à l'ordre du jour. Le premier était celui du ministre en charge de la Défense et des anciens combattants qui a apporté des précisions concernant l'incident survenu à Douara la semaine dernière en invitant la population d'arrêter de culpabiliser l'armée malienne. Vendredi 6 avril, moi j'étais absent de Bamako, mais j'ai entendu parler de l'affaire et sur le champ, le ministère de la Défense a fait un communiqué. Mais lorsque je suis arrivé à Bamako le samedi soir, donc dimanche, j'ai rencontré les chefs militaires pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et au stade actuel des informations, ce que nous savons, c'est quand même qu'il y a eu des morts. Combien y a-t-il eu effectivement de morts? Comment ont-ils été tués? Par qui ont-ils été tués? Rien de tout cela n'est précis. C'est pour cette raison que j'ai ordonné une enquête par le procureur militaire. Alors donc nous, le gouvernement du Mali, nous faisons nos enquêtes aussi, mais il faut arrêter de culpabiliser l'armée du Mali. L'armée du Mali fait du bon travail. Tant qu'il y a un terroriste quelque part, nous allons partir le chercher. Anta Dabla, Founou Bessara, les terroristes. Autre cas de violation des droits de l'homme a fait l'objet de débats lors de cette rencontre suite à un rapport publié par Human Rights Watch. Madame le ministre des droits de l'homme, Maître Koulibaly Kadidja, explique. Donc nous, au cours du temps qu'on a passé pour évaluer ou vérifier ces allégations, les témoignages que nous avons reçus, parce que nous avons entendu des populations, des chefs traditionnels comme les chefs du village, l'administration, les préfets de tous les cercles de Djoila, de Douanza, qui sont venus nous rencontrer. À l'époque, on n'a pas pu vérifier vraiment, on ne pouvait pas dire si ces allégations étaient vraies ou fausses. S'agissant du compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koïta, dira que 4 points ont été soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil des ministres. Le premier projet de décret a été soumis par le ministre de l'économie et des finances. Il est relatif aux travaux d'aménagement de 2x2 du 3e pont à la RN6 à Irimadio et également la construction d'un échangeur multiple et la rénovation également de cette même route de 6 km 500 allant de la Tour de l'Afrique jusqu'à l'échangeur. Donc le marché a été attribué à l'entreprise Razel pour un montant de 32 milliards 291 millions de francs CFA et financé entièrement par le budget national. Le deuxième marché également s'inscrit dans ce même cadre. Il s'agit du marché relatif au contrôle et à la surveillance de l'aménagement de cette voie et de ce marché surtout. Donc ce marché a été attribué au bureau d'études SIRA pour un montant de 1 milliard 529 millions de francs CFA et là aussi financé sur le budget national. Donc pour un délai d'exécution pour la société Razel, le délai d'exécution est de 18 mois. Pour le bureau d'études, le délai d'exécution est de 20 mois. Donc il y a également un troisième marché. Il s'agit du marché, l'approbation du marché relatif au contrôle et à la surveillance de la route Kai, Sadiola, Kenyeba, tronçon 1. Le tronçon numéro 1, donc ça concerne Sadiola, Kai, longue d'une distance de 90 km. Ce marché a été attribué également au bureau d'études SIRA pour un montant de 1 milliard 700 millions de francs CFA. Et là également financé sur le budget national. La route est financée par le budget national, le contrôle est financé par le budget national. Ça veut dire quelque part que l'économie malienne se tient à merveille. Il y a également le ministre de l'économie et des finances a également soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil des ministres un projet de texte relatif à l'affectation d'une parcelle de terrain objet de titre foncier 14348 pour la construction d'une agence auxiliaire de la BCEAO. C'est CAI qui va abriter cette agence auxiliaire de la BCEAO. Comme vous le savez, le Mali a 3 agences. Il y a l'agence principale à Bamako, l'agence de Sikasso, l'agence de Mopti
Et demain, ça sera l'agence de Caï. Les journalistes ont été également édifiés sur la présentation de la politique générale du Premier ministre qui sera devant l'Assemblée nationale le vendredi 20 avril 2018. Par ailleurs, une minute de silence avait été observée suite au crash d'un avion militaire ayant causé la mort de 257 passagers en Algérie. La grande mosquée de Kinzambougou a abrité une cérémonie de prière de bénédiction et de lecture du Coran pour le Mali tout entier, en particulier la commune du Mandé. C'était dans le cadre de l'installation officielle des autorités intérimaires dans la dite commune. L'événement a enregistré la présence des chefs de village, des imams ainsi que les autorités intérimaires Amadou Kamara et Samba Traoré. Cette journée de lecture de Coran, de prière et de bénédiction à l'endroit du pays et de la commune du Mandé est une initiative des chefs de village et des imams de la commune. L'ensemble des chefs de village m'ont désigné comme leur coordinateur, leur porte-parole en tout temps et en tout lieu pour expliquer les difficultés qui se trouvent dans la commune du Mandé. Donc nous nous sommes réunis plusieurs fois. Les chefs de village m'ont dit que Draman fait tout pour rassembler les gens. Donc j'ai initié pour rassembler les gens. La base d'abord du rassemblement, ça c'est d'abord l'union, les bénédictions, le Coran. La commune du Mandé est composée de 25 villages plus 8 grands hameaux, a été confrontée à un contentieux électoral qui a ébranlé sa quiétude et sa cohésion sociale, d'où l'installation des autorités intérimaires. Bon, cette lecture de Coran a été initiée par l'ensemble de nos chefs de village et imams des 25 villages de la commune rurale du Mandé, et sans oublier les 8 grands hameaux qui composent aussi la commune. Nous, en tant qu'autorités, on ne fait que les remercier et leur demander bon courage. Et l'initiative qui est venue d'eux, nous souhaiterons au Tout-Puissant, vraiment grâce à leurs efforts, que vraiment la commune puisse avoir la paix, la tranquillité, la possibilité que nous, les autorités, nous puissions avoir la possibilité d'aller au-delà des actions ou des actions envisagées par notre population. Vraiment, le mot nous manque à ce jour précis, vraiment pour remercier nos chefs de village. Primo, moi je salue les chefs de village de 25 villages de Mandé. C'est eux qui ont eu l'initiative de prendre cette décision, c'est-à-dire la lecture du Coran dans notre commune. Vraiment, je leur salue. Et en même temps, je salue aussi les imams de notre commune, parce qu'avec eux, ils ont collaboré vraiment de faire cette journée ensemble. Vraiment, je les salue vraiment, au nom de toutes les femmes de la commune du Mandé. Les autorités intérimaires, conscients des problèmes et les défis, sont prêts à relever ceux-ci qui les attendent et invitent les populations à la cohésion et à la retenue. L'objet, c'est pour qu'on soit dans la grâce du Coran, de Dieu. Parce que les chefs de village se sont réunis, ils ont dit qu'ils ont une nouvelle autorité intérimaire, ils ont un nouveau sous-préfet et une nouvelle brigade de gendarmerie. Donc, ils ont initié cette lecture du Coran pour que l'ensemble des acteurs de la commune soient dans la grâce de Dieu. Donc, c'est l'objet même de cette lecture du Coran. Ils vont faire des bénédictions pour le Mali, pour notre commune, pour notre cercle, pour notre région. Donc, c'est l'objet. Signalons que cette lecture de Coran, des séances de prière et de bénédiction pour le Mali sont une première dans la commune du Mandé.
La Direction nationale des eaux et forêts, à travers le programme de gestion décentralisée des forêts et des foires, aura clôturé ce vendredi 13 avril sa 16e session de formation des agents du développement rural, le partenariat public-privé et la promotion de la foresterie privée et urbaine était le thème de cette 16e session qui a donc pris fin ce vendredi. Reportage d'Abdulkarim Sako, Samba Traoré. Venue de plusieurs zones de l'intérieur du pays, la présente session de formation a été l'occasion pour les participants de partager et d'échanger sur les mécanismes à mettre en pratique pour promouvoir le partenariat public-privé en vue d'un développement harmonieux et respectueux vis-à-vis de l'environnement. Oui, l'utilité de ce partenariat public-privé permet d'avoir une certaine complémentarité entre la satisfaction des besoins des services publics que l'État à un moment donné a des difficultés pour satisfaire, que le privé peut venir en complément. En retour aussi, le privé aussi, en apportant son appui aussi quelque part, tire profit aussi par rapport à ça. Donc on se dit de façon très commune, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Bon, le partenariat public-privé, comme son nom l'indique, c'est une collaboration entre l'État et un opérateur économique privé pour la réalisation d'un service public. Et aujourd'hui, on est sur le partenariat public-privé dans le cadre de la foresterie au Mali. Et donc, ça consiste à voir quelles sont les possibilités de collaboration entre l'État et les privés pour mettre en œuvre des projets de développement forestier qui permettent aux citoyens d'accéder à des services comme des services de sécurité alimentaire, des services d'accès à des produits énergétiques, des services de créer un cadre de vie agréable et idéal pour les populations, de créer des espaces de loisirs, des espaces de détente, de récréation. L'important, c'est que l'État n'a pas tous les moyens, mais les opérateurs économiques ont beaucoup de moyens. Ils ont beaucoup de ressources. À défaut d'avoir des ressources de liquidités, ils ont une très forte capacité de mobilisation des ressources financières avec la possibilité de co-investissement, avec la possibilité d'avoir accès à des financements bancaires, à des financements étrangers, etc. Donc il y a cette grande capacité et cette grande disponibilité qui est là que l'État peut mobiliser. Estimant que l'État à lui seul ne peut pas satisfaire toutes les attentes des populations, le représentant du directeur national des eaux et forêts dira que l'utilité d'une telle formation se passe de tout commentaire eu égard à l'importance de la relation publique-privée dans tout développement. Ce partenariat révèle une grande importance pour nous, service des eaux et forêts, parce que qui connaît aujourd'hui la réalité de ce pays, c'est que nos forêts sont en train de partir petit à petit pour beaucoup de raisons climatiques, raisons anthropiques. Donc, l'État seul ne peut plus. L'expérience a prouvé maintenant, nos constats ont prouvé maintenant que l'État seul ne peut plus. Et comme tout autre domaine, donc voilà pourquoi nous avons tendu la main au privé, pour qu'on se donne la main pour sauver le peu qui reste en République du Mali en matière de forêt et de faune. Nos attentes ont été atteintes dans la mesure où on a fait appel à beaucoup de services, notamment du monde rural, avec lesquels le service des eaux et forêts évolue beaucoup. Et seulement c'est parce qu'il faut que les gens comprennent que l'environnement n'est pas seulement l'apanage du seul service des eaux et forêts. Donc il faut que tout le monde s'intéresse. C'est un domaine très transversal et si chacun de nous joue son rôle, que chacun de nous se sente responsable de la perte de notre couvert végétal, je pense qu'on va gagner ensemble. Cette 16e session aura permis aux participants 5 jours durant d'être mieux édifiés également sur les textes de loi régissant la relation publique-privée. Maintenant, on fait le point de l'actualité sur la scène internationale. En bref et en images, une présentation de Hamadou Diallo. Les quelques 900 000 citoyens inscrits sur les listes électorales étaient appelés à voter ce jeudi en Gambie pour des élections locales. Près de 400 candidats étaient en lice pour les 120 postes de conseillers locaux à pouvoir pour 4 ans. Une élection en 2 parties puisque le mois prochain seront élus l'équivalent des maires. Et c'est une nouvelle victoire pour l'IDP, le Parti démocratique unifié qui rafle 62 sièges après avoir gagné la majorité des sièges à l'Assemblée nationale l'an dernier. Il s'agit de la force politique à laquelle appartenait Adama Barrow avant de devenir président en 2016.
Au Gabon, alors que la date des prochaines élections législatives n'est pas encore connue, l'opposition est déjà divisée sur la désignation de ses membres qui vont siéger au sein de l'institution qui organisera ce scrutin. La majorité au pouvoir a déposé une seule liste contre 4 pour l'opposition qui est sous pression suite à un courrier du ministère de l'Intérieur. C'est une lettre du ministre de l'Intérieur qui met l'opposition en ébullition. Dans ce courrier, il demande à l'opposition de faire parvenir au plus tard ce vendredi à 18 h la liste consensuelle de ces 5 membres qui vont siéger au Centre gabonais des élections, l'institution chargée d'organiser les prochaines élections législatives. L'ONU et les ONG ont tiré la sonnette d'alarme début avril sur la situation humanitaire dans les régions anglophones du Cameroun. Depuis plus d'1 an, le pays est secoué par une crise sociopolitique sur fond de séparatisme. Il y a de nombreux besoins humanitaires pour les 5 millions d'habitants des régions anglophones, explique le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Cameroun. La crise a un impact sur les civils qui va au-delà des violences. Des fonctionnaires sont aussi régulièrement visés par des enlèvements. À Palimé, l'appel de la coalition de l'opposition pour les 3 jours de manifestation à travers tout le pays a été entendu et la population s'est mobilisée très tôt, mercredi 11 avril. Ce jeudi, en milieu de journée, le centre-ville grouille de monde comme d'habitude, la circulation est normale. En groupe de 4, gendarmes et militaires passent de maison en maison. À coups de crosse, ils défoncent les portes à la recherche des manifestants, disent-ils, et passent à tabac les habitants. Avant de se quitter, nous vous livrons le contenu de ce communiqué. Le président de l'association Co de la Mauritanie convie l'ensemble des adeptes d'INCO à prendre part aux festivités marquant le 69e anniversaire de la découverte de l'alphabet INCO, prévu pour ce samedi 14 avril au quartier Kerouani de Nouadhibou en Mauritanie, chez M. Guindo à partir de 17 h. L'importance de la rencontre exige la présence de tous, fait en Mauritanie 12 avril 2018 par le président Issa Diko. C'est tout pour votre journal de ce vendredi 13 avril 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans moins de 2 heures, Moussa Fomba sera là pour le journal en langue nationale Bamanankan. Excellente soirée et à lundi.